créer quelque chose, c'est comme créer un feu de zéro. C'est très important de savoir à quel moment on partage le feu avec quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'on demande à cette personne vis-à-vis de notre feu. Salut les amis et bienvenue dans Inspiration Créative, le podcast qui explore les apprentissages et les stratégies des créateurs les plus fascinants. Je m'appelle Kylian Talin et dans chaque épisode, je pars questionner les meilleurs créateurs pour comprendre les choix et les découvertes qui ont changé leur vie. Cet épisode a été réalisé grâce à l'aide de Patreon, qui est le partenaire officiel de cette saison 4, et je suis très heureux de travailler avec eux parce qu'ils se battent pour la même cause que moi, permettre aux créateurs de travailler sur ce qu'ils aiment et être rémunérés en retour par les gens qui aiment leur travail. Le fonctionnement est très simple, si vous créez Patreon vous permet de recevoir chaque mois de votre communauté une contribution financière pour soutenir vos créations. Et bien sûr ça fonctionne quel que soit votre domaine de création. La créativité ça nécessite de sortir des sentiers battus et Patreon l'a bien compris parce que grâce à ce lien entre vous et vos fans, vous recevez le support dont vous avez besoin pour oser de nouvelles idées et aller encore plus loin dans vos projets. Et tout ça bien sûr sur une interface simple et facile d'accès pour vous permettre de vous concentrer sur la chose la plus importante, vos créations. Je suis très fier qu'on puisse vous aider ensemble à progresser sur cette saison 4 et je vous encourage tout de suite à aller vous inscrire sur leur site www.patreon.com. Je vous mets le lien dans la description de l'épisode. Pour ce 5e épisode de la saison, c'est le génialissime Michael Hirsch qui a accepté mon invitation. Pour vous dresser un peu le personnage, Michael, c'est l'une des rares personnes en France qui un jour s'est dit « J'ai écrit un spectacle, je considère qu'il est génial, et je vais mettre tout en œuvre pour qu'il soit vu et écouté par des milliers de spectateurs en France, même si personne ne me connaît. » C'est une sacrée prouesse parce que c'est pas du tout évident de percer quand on démarre de zéro, et pourtant, 500 dates plus tard et 50 000 spectateurs après, Michael a réussi à le faire. À la fois comédien, humoriste et auteur, Michael a plusieurs casquettes avec lesquelles il jongle, mais il est aussi entrepreneur et il l'assume parce qu'il sait qu'un entrepreneur créatif, c'est un mélange nécessaire pour créer une activité viable. Avec son nouveau spectacle Je pionce donc je suis, mais aussi le Montespan, dans lequel il joue en ce moment au Théâtre de la Huchette, Michael a beaucoup d'apprentissage et d'idées à partager. C'était un épisode passionnant dans lequel on a parlé d'introspection, des méthodes qu'il emploie pour dresser sa carte intérieure, mais aussi du cadre de la performance qu'il a mis en place pour réussir au mieux ses projets. Notre discussion est bourrée de pépites que Michael distille petit à petit dans l'épisode et je suis sûr que notre échange va beaucoup vous plaire. Je vous souhaite donc une bonne écoute. Salut Michael. Salut Kylian. Comment tu vas ? Super. Écoute, je suis très content de faire cette rencontre parce que ça fait longtemps que je veux la faire. On se suit, on se parle, on se croise de loin sans jamais se voir. Et je suis vraiment content qu'on se fasse ça. Très curieux que tu me racontes un petit peu, toi, comment t'en es arrivé à la création, comment t'as démarré tout ça. Je suis très curieux de voir aussi toutes les casquettes que tu peux avoir, parce que je sais qu'il y en a et on en a parlé même un peu en off avant. Ouais. Comment t'as démarré, toi, ce métier de comédien, même si c'est pas ta seule casquette. Ouais. Curieux que tu me racontes un petit peu comment t'en es arrivé là. Long Parce que chemin. Tu viens d'une formation d'école de commerce ? Ouais, j'ai fait une école de commerce avant d'être troubadour à plein temps. Alors, depuis petit, en fait, je sais que je cherche le regard des autres. Donc, cette idée de me représenter est très inscrite en moi, en fait, depuis longtemps. Je faisais des sketchs étant tout petit et j'ai fait de l'impro. J'ai commencé par faire du théâtre d'improvisation. J'ai mis ça un peu de côté quand j'ai fait ma classe préparatoire. Et une fois rentré en école de commerce, on m'a proposé de rentrer dans la troupe de théâtre de l'école. Et à l'époque, j'étais en école de commerce à Reims. Il y avait un rapprochement avec le théâtre de Reims. Et donc, c'était assez professionnalisant parce qu'on rencontrait des comédiens et puis le metteur en scène du théâtre de Reims, et qui est devenu entre-temps le directeur du théâtre de la ville à Paris, qui est Emmanuel de Marcimota, donc quelqu'un qui est hyper connu aujourd'hui dans le monde du théâtre. Et donc, on touchait du doigt le métier de comédien. Et puis, moi, je prenais énormément de plaisir sur scène. C'est vraiment un lieu où je me sens hyper vivant. Je crois que à la fois, je reçois beaucoup d'amour, beaucoup de regards, et c'est quelque chose qui est important. Mais aussi, je sens une complicité, une connexion, quelque chose de l'ordre de la communion, et ça me fait beaucoup de bien. Je me dis, si on arrive à se mettre comme ça, tous ensemble dans une salle, et partir ensemble en voyage dans l'imaginaire, on peut s'entendre. Et ça me réconcilie avec l'humanité. Avec l'humanité. Donc ça me fait vraiment beaucoup de bien. C'est parce que l'effet de foule un peu global de tout le monde se rassembler comme dans une église ou dans un truc religieux. Ouais, c'est pour ça que j'employais le mot communion. Ouais. Pour moi, c'est quelque chose de très très important de faire communion, de créer communion. Et je crois que c'est mon métier. En tant que comédien de théâtre,
Je crois que c'est vraiment pour moi ce qui différencie le comédien de théâtre de l'acteur de cinéma. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, par exemple, je préfère 1000 fois le théâtre parce que je sais que j'ai entre mes mains, entre guillemets, le pouvoir de faire communion avec les gens. Et très vite en école de commerce, donc je me prends de passion pour le théâtre. J'ai toujours aimé faire rire aussi, pour me faire remarquer, pour me faire aimer. C'est marrant ce truc-là. Est-ce que c'est marrant surtout que tu en sois conscient, tu vois, de ce besoin du regard des autres, tu vois, et que ça a été une recherche consciente ou pas, en tout cas consciente maintenant. Est-ce que je me dis, on est tous peut-être en tant que créateurs un peu à la recherche de ça aussi, tu vois. Il y a des choses qu'on a envie de montrer et sans que ce soit forcément voulu de faire son intéressant, il y a quand même une recherche d'intérêt, presque de statut social ou de se sentir exister en tant que personne parce qu'on regarde ce qu'on fait, quoi. Ah ben moi j'en suis convaincu. Je pense profondément que il y a eu une longue période, je vais pas faire de grandes généralités, mais il y a eu une longue période dans ma vie où j'ai nié cette part d'ego dans mon travail. Alors, est-ce que c'était vraiment du déni ou est-ce que c'était de l'ignorance ? Ça peut être les deux. Et puis le moment où je l'ai conscientisé, ça m'a fait beaucoup de bien en fait de me dire bah oui, bah il y a ça aussi. Il n'y a pas que ça, c'est sûr, mais il y a ça. Évidemment, en faisant rire, j'essaye. C'est Romain Gary qui dit que l'humour est une déclaration de dignité de l'homme sur sa situation. Si on commence à citer Romain Gary, au bout de 2 minutes 30, on est parti là. On est parti. Et moi, ça me parle beaucoup par rapport à mon métier. Donc, ce qui se passe, je reprends le fil de ta question, ce qui se passe en école de commerce est une vraie révélation pour moi. J'ai la chance d'avoir un directeur d'école de commerce qui entend parler d'un de mes textes que j'avais écrit dans le cadre d'un cours sur la rhétorique et qui est complètement dans l'esprit de ce que je fais aujourd'hui sur scène en one man. Parce qu'on peut expliquer rapidement, et je le ferai bien sûr dans l'intro du podcast avant, mais il y a des gens qui ne l'écoutent pas, alors parlons-en. Mais donc aujourd'hui, tu as un spectacle, 2 même, j'ai 2 un spectacles qui a beaucoup tourné, un qui commence à tourner de plus en plus, qui sont des seuls en scène. Exactement. À côté, tu fais du théâtre dans une troupe. Et donc il y a tout ça qui tourne en parallèle. Donc tu as à la fois cette casquette d'acteur, d'auteur, de metteur en scène aussi un petit peu. Je sais pas si alors non, il y a un metteur en scène avec toi. pas dans ces projets-là, mais je suis humoriste parce que mes solos, c'est du one man, c'est du seul en scène, peu importe. On va pas jouer sur les mots. Si, mais pas là-dessus. Parce qu'il faut le dire, c'est un des trucs. Moi je trouve que c'est un des trucs qui caractérise ton ADN, c'est que tu as un côté poétique, rêveur, t'aimes bien jouer. Si on va voir sur Instagram ce que tu fais, c'est juste sublime de voir à quel point tu joues avec les mots de la langue française. Ouais, j'adore ça. Ça fait partie de ton ADN, quoi. Ouais, ça fait complètement partie de mon ADN, de ce que j'aime défendre sur une scène de théâtre, d'essayer de partager avec les gens mon plaisir à m'amuser avec la langue française. Redonner le pouvoir de l'amusement sur quelque chose d'aussi essentiel dans la vie en société qu'est le langage. On en parlera peut-être un peu plus tard de comment ça s'est venu, mais pour moi c'est devenu une part très très importante dans mon travail. Moi j'y prends énormément de plaisir et j'essaye aussi de partager ce plaisir avec les gens. Et donc en école de commerce, mon directeur d'école tombe sur un de mes textes que j'écris avec plein de jeux de mots, voilà. Et il trouve ça super, il me convoque dans son bureau sans que je sache pourquoi c'est. Donc moi je suis en école de commerce à l'époque, donc je me dis j'ai dû faire un truc en soirée dont je n'ai aucun souvenir et il va me le rappeler et je vais m'en souvenir à nouveau. Bon, c'était pas ça, c'était pour me proposer en fait la scène du grand amphi de l'école. Génial. Pour faire mon premier spectacle en solo. Le flip. Eh ben pas tant que ça. Ah ouais ? Ouais, alors personne n'est venu. Non, plein de gens sont venus, c'était plein, il y avait 550 personnes devant moi, c'était une expérience totalement dingue, mais pas trop de flip. J'avais pas trop conscience de ce qui m'attendait. En fait, c'était plein d'insouciance et c'était juste un jeu et un challenge. Et du coup, ça s'est super bien passé. J'ai vécu un vrai moment intense. Et je me suis connecté à quelque chose en moi qui me disait t'es sur le bon chemin. Là, t'es heureux. T'es à ta place. C'est marrant parce que c'est comme si, tu vois, le choix d'aller en école de commerce, on n'en a pas trop parlé, mais il s'oppose par certains côtés au premier abord. Il y a plein de choses derrière, mais tu vois, tu te dis je fais le choix de l'artiste ou le choix du commercial, tu vois, ou du manager ou de l'entrepreneur. Et en fait, quand on fait ce choix-là, c'est comme si un peu on n'acceptait pas l'autre part qui t'appelait de l'artiste, quoi, du créateur. Oui, en même temps,
Dans mon histoire, c'est cohérent. Ouais. Et quand j'étais plus jeune, je créais des vêtements. Parce que j'adorais ça. Et puis, c'était ma fibre. Je regarde un peu ma- comment t'es habillé. Ouais, non, depuis, je ne crée plus. Non, ça va, ça va. J'ai revu il n'y a pas très longtemps les photos de mes vêtements et j'ai Ouais. bien fait d'abandonner. Vraiment. Mais à l'époque. Mais ça en dit long quand même, tu vois, de... j'en discutais avec Yaron Herman, Ouais. et on se disait, c'est intéressant de replonger dans les choses dans lesquelles on prenait beaucoup de plaisir quand on était tout Ah ouais. petit. C'est un exercice fabuleux de voir un petit peu les prémices Bien sûr. de ce qu'on Et fait aujourd'hui. C'est très amusant que tu m'en parles parce que, étant jeune, j'étais passionné de jonglage. Et, Troubadour, ouais, un vrai troubadour. le ménestrel. Exactement. Et notamment de Diabolo. Et alors, du coup, là, quand tu dis à 34 ans, ouais, j'adore le Diabolo, ça fait un peu bizarre. Et pourtant, je me suis dit, il y a une semaine, je vais me racheter un Diabolo. Parce qu'en fait, j'ai envie de reprendre parce que ça m'amusait beaucoup et que je suis sûr que je reprendrai beaucoup de plaisir à le faire. Donc, je partage tout à fait cette idée-là. Et, et mon directeur d'école me convoque. Je fais ce spectacle. Ça se passe hyper bien. J'ai l'impression vraiment qu'il y a quelque chose. Je me sens à ma place. Voilà. Ouais, tu Et- mets le doigt sur quelque chose. Ouais, ouais. Et puis la décision qui a été prise après, c'est ma mère en fait qui m'a dit quelque chose de très juste. Elle m'a dit comédien, c'est un métier. Là, tu en as appris un autre en école de commerce. Donc maintenant, forme-toi à ce métier. Et pour en revenir à ta question que j'ai perdue entre-temps, qui était le côté commercial ou le côté artiste, en fait, donc je crée ces vêtements. Et puis un jour, mon père, qui lui a plutôt une fibre vraiment commerciale et vraiment d'entrepreneur, je lui parlais de ce projet entrepreneurial de créer des vêtements. Et puis il m'a dit, bah voilà, mais si tu devais me parler de ton projet en une phrase, comment tu le pitcherais? Et moi, je me suis liquéfié, quoi. Je me suis dit, j'en sais rien. Je sais pas, je prends une machine à coudre dans ma chambre et je fais des trucs. Il me dit, bon, Il y a mieux. il y a Il y a peut-être mieux à faire. Et puis, j'avais la chance d'avoir un père qui était entrepreneur et qui m'a transmis le fait d'être créateur, mais créateur d'entreprise, avec la mission sociale que ça a, qui est de faire travailler des gens, de leur donner du travail, en fait. Ce que je trouve vraiment magnifique. Et je suis très fier, moi, aujourd'hui, dans mon métier, mais on en parlera un peu plus tard, d'avoir aussi cette mission sociale et de pouvoir faire travailler des gens. Sauf que la carrière artistique, ça me faisait peur quand j'avais 18 ans. En fait, je me disais, voilà, commencer par l'art, en fait, c'est hyper dur. Je viens d'un milieu qui n'est pas du tout un milieu artistique. Et donc, je me suis dit, bah, je vais apprendre à créer des entreprises. Et c'est comme ça que je suis allé en école de commerce, parce que je savais que C'est j'avais marrant. une fibre créative, mais j'avais trop peur des métiers artistiques. J'avais trop peur de cette image qu'on a de dire, bah, ça se trouve, pendant 6 mois, ça va marcher pour toi, et pendant 30 ans, ça sera la galère. L'artiste fauché, quoi. Ouais. Ce mythe-là, un peu. Ouais, exactement. Et puis, quand je rentre en école de commerce, on est en 2007, donc on est au balbutiement du web, de la possibilité de se former soi-même, de la possibilité. Les barrières à l'entrée à ce moment-là Elles sont vraiment énormes grosses. par rapport à Ouais, aujourd'hui. elles sont énormes. C'est pas la même façon. Aujourd'hui, quelqu'un qui, Ouais. grâce à Internet, s'est fait connaître, peut avoir des entrées sur scène beaucoup plus simplifiées. Ouais, exactement. Et puis, donc, je commence une formation en tant que comédien pour apprendre l'art dramatique, parce que j'avais l'impression qu'on nous tenait un discours un peu étonnant par rapport à l'art dramatique. C'est-à-dire qu'on demandait aux acteurs, quand on les entendait dans des interviews, c'est quoi votre métier, en quoi ça consiste? Et puis on les entendait dire, bah, c'est se mettre dans des états. Et on disait, oui, non mais d'accord, mais comment on se fait pour se mettre dans des états? Ils disaient, non mais c'est comme ça, on travaille. Il y a quelque chose de très vaporeux autour de ce truc-là. Et moi, j'avais des copains autour de moi qui étaient danseurs, chanteurs, musiciens. Et je leur disais, mais c'est quoi ton métier? Toi, comment tu fais? Bah, je fais mes gammes, je me lève le matin, je fais ma barre au sol parce que je suis danseuse, je travaille ma guitare parce que je suis guitariste, etc. Et je me disais, bah, et qu'est-ce qu'il fait le comédien? Comment il fait ses gammes, lui? Et puis j'ai entendu parler d'une formation qui était très technique. Moi, j'ai une petite tendance à être un peu cérébrale et à avoir besoin de comprendre les choses pour les faire. Et donc, je cherchais aussi, je crois à l'époque, sans le conscientiser, mais je cherchais une formation qui correspondait à ce côté très cérébral. Assez terre à terre, un truc où tu peux vraiment... voilà, Ouais. il y a de la matière et on n'est Il y a pas, de la on n'est matière, pas en on me train donne de se des mettre dans outils. états. Tu vois, on me donne des outils. Et puis en fait, une fois que j'ai des outils, après, bah, c'est moi le bricolo, quoi. Je sais que si j'ai un tournevis dans ma mallette, et bah, je sais comment me servir d'un tournevis. Mais avant ça, se mettre dans des états, il n'y a pas de mallette, il n'y a pas de tournevis, quoi. C'est très vaporeux. Et je tombe sur un documentaire sur Fabrice Lucchini, que j'aime énormément, où il parle de son prof, de son premier prof, qui s'appelle Jean-Laurent Cochet,
Et j'ai eu la chance de rentrer chez Jean-Laurent Cochet pendant 3 ans et d'apprendre auprès de ce grand maître. Et c'est marrant parce que juste avant, on parlait de cette image des grands maîtres. Tu me parlais un peu de l'interview de Yaron Herman ou alors du film Karate Kid. Moi, j'ai eu mon maître de théâtre. Et alors, c'était Jean-Laurent Cochet. Ouais. Dis-nous en 2 mots, 2 trucs que tu as l'impression que cette personne t'a transmise, sur lesquels il t'a éveillé. Je sais qu'il y en a des dizaines et des dizaines. 2 trucs qui t'ont profondément changé en tant que personne. Alors, je vais en donner une très bonne et une un peu moins bonne, parce que je pense que c'est important aussi. Celle qui est très bonne, c'est l'importance de la technique dans nos métiers. L'importance de la technique dans mon métier me permet, en fait, d'appréhender n'importe quel rôle et aussi, ça ne veut pas dire que ce sera toujours moi qui vais être choisi dans un casting, mais en tout cas, ça me donne une méthode de travail pour y aller. Et juste pas d'attendre ce moment de me dire il est où l'état que j'attends pour me mettre dans un état, tu vois. Et ça c'est très réconfortant et c'est très libératoire. Ouais, j'allais dire ça rassure. Et ça rassure énormément. L'inconvénient, qui est aussi une chose que j'ai apprise un peu à mes dépens chez Jean-Laurent Cochet, c'est que Jean-Laurent Cochet était extrêmement exigeant avec ses élèves et parfois le théâtre ne se faisait pas dans le plaisir. J'ai peu de souvenirs vraiment de plaisir et de jeu sur scène. Ce qui est très paradoxal, parce qu'en fait, mon métier, c'est de jouer. Voilà, quand on est acteur, on est un joue. jeu d'acteur. Voilà, c'est ça. Et ça, c'est quelque chose qui m'a beaucoup manqué. C'est-à-dire qu'en fait, c'était un peu dogmatique. C'était vraiment un idéal de théâtre. Je sais que le cours a pas mal évolué sur ce fait-là, le cours Cochet. Mais à l'époque, c'était très dogmatique, très carré. Et il fallait suivre vraiment la méthode. Et j'ai perdu pas mal cette notion indispensable de jeu et de plaisir dans mon métier. Et c'est-à-dire que je devenais un peu un exécutant, un bon élève. Et ça a résonné très fort avec un côté bon élève que j'ai en moi. Ouais. Et donc, l'idée après, c'est de se dire comment je me libère maintenant de ce truc-là. Comment je retrouve ma fantaisie. Où je vais la chercher, cette fantaisie. Comment... T'as le sourire dès que t'en parles. Ouais. Non mais c'est vrai. C'est important. C'est hyper important. Et ça m'a fait tellement de bien de le conscientiser un moment. De me dire, mais je ne suis pas juste le responsable d'une grande dynastie de théâtre qui m'aurait précédé et que je dois prolonger. C'est pas ça. C'est pas ça mon métier. Mon métier, c'est évidemment, j'ai la chance d'avoir des outils, de pouvoir m'en servir. Et puis maintenant, en fait, c'est de faire mon chemin, à moi. Avec ma fantaisie, avec ce que je peux apporter, avec ce que je peux louper aussi. Le droit de faire une erreur, le droit de me tromper techniquement, le droit de me tromper dans des choix de projet. Voilà, tous les droits possibles et imaginables, parce qu'en fait, à part moi, je ne représente personne. J'aime beaucoup ce que tu dis là, parce que c'est un truc qu'on ressent chez toi aussi, dans le côté un peu explorateur des mots, mais pas que, tu vois, qui est vachement présent. Et je me rends compte à quel point ce truc d'être pionnier, tu vois, dans son expérimentation, elle est essentielle, même si très difficile. Je veux dire, si tu t'inscris dans une lignée comme celle de tous les gens qui t'ont précédé dans le théâtre, tu prends la même carte et tu la lis et tu la fais, tu l'appliques. Ouais. Il y a des méthodes, il y a des techniques, il y a des choses, etc. Mais le moment où tu commences à la dessiner et à vraiment inventer toi ton propre fonctionnement, c'est le moment où tu dis ok, comment je me libère de ça maintenant ? Je garde tout ce que j'ai accumulé, mais je suis plus dans une lignée, mais je vais dessiner un autre plan, une autre partie, un autre truc qui est ma propre carte. Et en faisant ce choix de pionnier là, tu vas aussi, il y a une autre forme de succès aussi, en tout cas une autre forme d'originalité, d'ADN, d'unicité qui est propre à chacun après. Et d'épanouissement. C'est cette reconquête du plaisir et du jeu. C'est aussi ça pour moi, ce que je m'offre en étant créateur. C'est-à-dire que, et c'est la même chose pour des entrepreneurs. Je parle beaucoup avec des entrepreneurs, j'adore cet écosystème d'entrepreneurs et de créateurs et de freelance. Tout ça nourrit énormément ma réflexion et ma manière de faire mon métier. La casquette d'entrepreneur de Michael. Ouais. Et de me dire, mais tu as beaucoup de responsabilités. Enfin, j'ai beaucoup de responsabilités. J'ai toutes les responsabilités même, puisque je suis tout seul, en quelque sorte. Même s'il y a beaucoup de gens qui m'entourent, mais je suis le moteur principal de mon travail. Donc, j'ai beaucoup de liberté. Et j'ai la liberté de choisir comment je prends du plaisir.
et de mettre le plaisir au cœur de mon travail. Parce que c'est pour ça que je le fais. Je veux dire, objectivement, si j'avais envie de gagner beaucoup d'argent, Tu ferais pas ça. mais je ferais pas ça. Bien sûr. C'est pas mon moteur principal de gagner de l'argent. Je le mets pas du tout de côté et au contraire, je veux dire, j'en suis conscient et j'y pense en créant des projets. Mais par contre, c'est pas ça le moteur premier de mon travail. Ouais, c'est une variable et pas un. Exactement. Pas Mais tant par contre, le plaisir doit devenir une variable encore plus importante dans ma vie. Je fais juste un aparté. On va revenir ensuite sur le fil aussi qu'on était en train de tisser, mais je trouve ça vraiment intéressant. Cette notion de plaisir-là, tu sais, au début, on parlait aussi d'ego, de ton ego, etc. Ouais. Est-ce que tu as l'impression que les deux se sont heurtés parfois ? Parce que je vois à quel point parfois, quand on laisse parler l'ego et tu vois l'envie d'être quelqu'un, l'envie d'exister, on peut perdre cette notion de jeu et cette notion de plaisir, etc. qui, pourtant, on crée pour ça, tu vois, comme tu le dis. Ouais. Et vite, on peut on peut se perdre dans l'ambition, on peut se perdre dans le statut social qu'on a envie d'obtenir, on peut se perdre dans le regard des autres, au lieu de chercher son propre regard sur soi ou vraiment ce qu'on a envie de vivre. Ouais. Vraiment. Je crois, et c'est d'autant plus vrai, je pense, pour les comédiens. Parce que le comédien existe beaucoup dans le regard de l'autre. C'est ce qu'on vient chercher, hein. Je veux dire. Un des écueils, c'est qu'à force de se regarder dans le regard des autres, on n'arrive plus à se trouver beau soi-même, en fait. Et à s'aimer. Tu te trouves beau ? Est-ce que tu t'aimes ? Ouais, de plus en plus. C'est question un peu perchée, mais c'est important. De plus en plus, ouais. Pas tout le temps. Et c'est un vrai travail, en fait, d'apprendre à s'aimer. Moi, j'ai passé beaucoup de temps, c'est vrai, à me regarder à travers le regard des autres. Ouais. Et parfois, et ça va répondre à ta question, parfois, il y a des choix que j'ai faits probablement plus pour le regard des autres, pour le nombre de likes, pour ce genre de choses, que pour mon plaisir à moi. Mais tu sais, ce truc-là, je suis pas sûr qu'on le fasse aussi toujours de manière consciente. Il y a des moments où on se laisse juste la tête dans le guidon et le choix qu'on prend, il est régi par plein de données, dont une qui est celle de l'audience, tu vois, les gens et la façon dont ça va réagir. Et ça, je rebondis là-dessus. C'est probablement le moment où on s'est rencontrés. Je me souviens qu'on s'en est parlé très tôt. Ça fait 1 an à peu près qu'on se connaît. Et ça a été un vrai moment de prise de conscience pour moi, qui était que la plupart des gens que j'admire profondément, professionnellement, sont des gens qui ont une connaissance d'eux-mêmes très poussée. Et c'est ce qui les rend performants. Et ça a été une vraie réflexion de me dire, est-ce que je me connais ? Est-ce que je me connais ? Vraiment. Donc j'ai pris un peu de temps pour avancer sur cette question. Et j'ai l'impression d'avancer vraiment et de progresser dans la connaissance de moi-même. Et c'est pour ça qu'en fait, j'ai pas trop de problème à dire oui, je fais ce métier pour une part d'ego. Je fais pas ça pour ça. Je fais pas ça uniquement pour ça. C'est honnête. Mais je fais ça pour une part d'ego. Tout le monde n'en est pas conscient. Et c'est top. Oui. Et le fait de le dire, de me le dire d'abord, avant de le dire à tout le monde, me met dans une démarche d'acceptation de qui je suis et du coup d'amour pour qui je suis, pour ce que je suis. Et ça m'aide énormément dans la création. Je veux dire, parce que ça change totalement le moment de jugement sur son travail. C'est-à-dire, est-ce que je fais ce travail-là pour le nombre de likes ? Ou est-ce que je fais ce travail-là, cette création-là, cette exploration-là, parce que j'adore ce mot. Moi aussi. Est-ce que cette exploration-là, elle est au service de quelque chose qui est en moi et que j'ai envie de découvrir ? Ma curiosité, mon plaisir, ma fantaisie. En fait, d'aller voir un tout petit peu plus loin là-dedans. Et puis si ça trouve un écho, c'est super. Si ça n'en trouve pas, peut-être qu'il y a 1000 raisons pour l'expliquer qui peuvent être... qui peuvent être très différentes de la qualité de mon travail. Et je vais te donner un exemple de ça qui était... c'est assez rigolo. Enfin, moi, j'aime bien raconter ce truc. Alors, ça va faire rigoler que moi. Écoute, j'essaie de rire au moins. Ouais, merci. On est en novembre 2020 et je commence à poster mes petits carrés avec mes phrases. Et puis, je poste mes petits carrés et à l'époque, j'ai 3000 personnes sur Facebook et la même chose à peu près sur Insta. Et donc, je poste ce petit carré et puis ça marche un peu.
Et puis, j'ai un copain qui m'envoie un message en me disant tiens, regarde, ça a été reposté par un groupe. Et je regarde, c'était pas un repost en fait. Ça avait été pris, Pompé. totalement pompé. Mon nom avait été enlevé de l'image. Il y a un gros business. Ouais, il faut quand même le faire. Moi, Des j'ai été pris voleurs. aussi pour des extraits d'interviews et tout, Ouais. mais qui sont vus beaucoup plus en plus que mes propres interviews. Et c'est ça. Et ils me ce qui citent pas. Je dis, et les gars, citez-moi au moins. Exactement. Et c'est ça ce qui m'arrive. Je suis reposté sur un groupe où il y a 150 000 personnes et ma blague fait un vrai carton. petit buzz. Ça fait un carton, quoi. Je crois en 2 heures, ça avait fait 5000 repartages et je sais plus combien de likes. Et en fait, ce moment où j'étais un peu en colère qu'on m'ait piqué ma blague sans me citer, mais c'est le jeu de la création de contenu sur Internet. Je crois on peut le regretter, mais il faut accepter une part de ce truc-là. Me fait me dire, mais en fait, si je suis pas beaucoup plus partagé ou liké sur mes posts, c'est pas une affaire de qualité de mon travail en fait. C'est juste une histoire d'algo, de base de followers que j'ai en ce moment et qui sont ce qu'ils sont. Et puis ça prend pas, mais c'est pas la qualité de mon travail. Et je l'ai vécu tellement de fois, ce truc-là où, par exemple, je suis face à un public dans une salle et puis un soir, ça marche merveilleusement. J'ai l'impression d'être une rockstar et puis le lendemain, ça marche pas. Et j'ai beau me refaire le schéma dans ma tête du début à la fin, je ne sais pas pourquoi ça marche pas. Et c'est pas la qualité de mon travail qui fait que ça fonctionne pas. C'est qu'il y a plein de paramètres là-dedans qui fait qu'à un moment, la mayonnaise n'a pas pris, la rencontre ne s'est pas faite. Et mon travail à moi, en tant que créateur ou en tant que comédien, c'est d'essayer qu'il y en ait le moins possible de ces moments-là où ça se perd. Mais ce qui est important, c'est qu'en fait, moi, au moment où je le livre au public, je sois déjà content de ce que je fais et que ça me fasse plaisir de le partager avec des gens parce que j'ai déjà cette valeur-là et je n'attends pas que le retour des gens. Sinon, c'est trop dur de créer. Franchement, moi, je parle pour moi, c'est trop dur de créer. Mais c'est évident. Si Ouais. tu le fais que dans l'attente, en fait, tu réagis aussi que dans l'attente. Ouais. Et tu orientes d'ailleurs ton travail vers les attentes des autres au lieu des tiennes. Et ce que tu dis là, c'est un truc qui est essentiel. Et en fait, je pense qu'une des solutions, c'est de se dire comment je peux explorer suffisamment longtemps pour que dans mes explorations qui me plaisent à moi, il y en ait certaines qui résonnent et éventuellement que j'aille plus ensuite vers ce genre d'exploration, mais qui sont toujours des choses qui me plaisent. Ouais. Et c'est quelque chose d'absolument fort. Et je me reconnais dans tes mots aussi à quel point parfois, tu vois, je me dis le podcast, il y a des podcasts plus gros, il y a des gens qui font ça mieux. Demain, McFly et Carlito sortent un format d'interview, ils l'ont fait, ils font des millions de vues. Ouais. Mais je me dis, est-ce que du coup, moi qui fais mon nombre d'écoutes et ça se passe bien, c'est trop cool, j'en suis trop content et je sais que ça aide beaucoup de gens. Je me dis, en fait, ça n'a rien à voir, comme tu dis, avec la qualité de ton travail. Et prendre conscience de ça, pour tous les gens qui nous écoutent, j'insiste aussi dessus, c'est très important de se dire, ce n'est pas parce que ça ne réagit pas que mon travail est mauvais. Ce qui n'empêche pas de se remettre en question et de se dire comment on peut améliorer, progresser, etc. Mais c'est très important d'avoir ça en tête et de voir qu'il y a plein de paramètres. Ouais. Le nombre de followers n'atteint pas la valeur du travail. Des années. Ouais. Non, mais c'est vrai. Je crois qu'il ne faut pas confondre, ces chiffres-là avec la valeur de notre travail. Il ne faut pas confondre succès et qualité. Oui, absolument. Et puis, il y a tellement de choses qui me viennent quand tu dis ça. J'aime bien l'idée que le succès est une conséquence heureuse des choses. Et évidemment, je prends le monde de l'humour. Évidemment, on va se référer dans le monde de l'humour à des gens énormes et pour qui ça fonctionne très bien. Je prends le cas de Kev Adams. Évidemment, moi, on m'a déjà dit sur scène, on m'a déjà dit, mais pourquoi toi tu fais pas des zéniths et pourquoi t'es pas Kev Adams? Et c'est vrai, en fait, c'est hyper impressionnant ce que Kev Adams a réussi à générer sur toutes ces années. Et franchement, j'ai vraiment beaucoup de respect, beaucoup d'admiration pour ce qu'il fait et pour ce qu'il a réussi à construire. Mais c'est pas mon chemin, en fait. C'est pas mon chemin. Je l'accepte aujourd'hui, c'est pas ça mon chemin. Et mon chemin sera différent. Et ce que j'entends par là, c'est nos proches le font pas forcément de manière malveillante en nous donnant ces exemples-là de gens qui ont réussi très fort, très vite. Mais il faut réussir à garder la tête froide en se disant c'est un exemple parmi tellement d'autres qui, eux, ont galéré
pour qui ça a été long. Et quand on s'intéresse à la vie des créateurs, je crois que tu adores ça en plus de t'intéresser toi, à la vie des créateurs, il y en a tellement des créateurs qui ont beaucoup, beaucoup galéré, qui ont mis tellement longtemps à sortir et à connaître le succès. Je veux dire, Brassens, il a fallu tellement longtemps avant que Brassens soit reconnu comme tel. Bon, c'est assez rassurant aussi de se dire ça prendra le temps que ça prendra. Et puis, encore une fois, le succès est une conséquence heureuse. J'ai la chance, moi, aujourd'hui, de connaître une forme de succès qui me permet de vivre de mon métier, de mes métiers. Ce qui est déjà une énorme fierté. Ouais, c'est énorme. On se rend pas compte. C'est énorme. Mais en fait, je l'ai dit il n'y a pas très longtemps. Je marchais, on se promenait avec mon père. Et puis j'ai eu cette chose qui m'est venue. Et je me suis dit, mais en fait, on était en plein Covid. Et pour évidemment les gens de la scène, c'était très dur de se rendre compte qu'en fait, on était si peu de choses. En fait, et à quel point on était fragile, encore plus que vulnérable, quoi. À quel point ça pouvait s'arrêter du jour au lendemain. Et je me disais, mais quand même, des humoristes qui gagnent leur vie en France et qui vivent de leur métier, donc, on est moins nombreux que des joueurs de foot de Ligue 1. Bien sûr. Et là, il y a un moment où je me dis, ok, alors, ouais, je connais pas le même succès que Gad Elmaleh, que Kev Adams, que Blanche Gardin, c'est vrai, mais je vis de ce métier, j'en vis correctement, je suis très heureux de le faire et de le partager avec le public. Et peut-être qu'il y a un moment dans ma vie où je me dirais, non, le succès avant tout, quoi. Et j'en ferai un objectif, tu vois. Mais tu créerais pas la même chose ? Mais probablement, je créerais pas la même chose. Mais aujourd'hui, ça me convient parfaitement et je suis très heureux de pouvoir explorer. J'ai dans mon entourage des gens qui sont très connus et pour qui ça marche très fort et qui ont très peur de créer, en fait, et de faire de nouvelles choses et d'inventer et de s'autoriser cette liberté-là. Et donc, pour l'instant, moi, je suis tranquille. Je suis libre d'inventer, de créer, et c'est super comme ça, quoi. Ouais, et tu suis ton chemin. Ouais. C'est ce que tu as dit. Et je trouve ça vraiment très fort. Moi, un truc que j'essaie de faire de plus en plus, c'est d'essayer d'agir par antimimétisme. Parce que pas pour être différent, mais parce que je me rends compte à quel point on est tellement nombreux dans nos parcours à se dire je fais ça parce que la société a cette injonction de nous encourager à le faire, de dire ça c'est bien de faire ça donc faisons ça. Ok, mais qu'est-ce que j'ai vraiment envie ? C'est quoi mon chemin là-dedans ? Et je trouve ça vraiment intéressant, c'est la connaissance de soi que tu évoquais tout à l'heure. Ouais, et ça fait écho avec quelque chose qui me parle beaucoup parce que tu vois, moi je viens d'une école de commerce et ce qu'on m'a vendu en école de commerce, c'est des parcours tout tracés. Ou quasiment tout tracé. C'est-à-dire que c'est sûr que quand tu rentres en audit, tu peux faire un schéma de globalement ta vie, à peu près, et comment ça va être. L'être humain est un singe, et en tant que primate, on est très suiveur. C'est-à-dire qu'on a besoin qu'il y ait un premier singe qui mange quelque chose, on voit qu'il se porte bien, ça va, donc on va le manger aussi. Et je trouve que c'est un éclairage très saisissant sur notre monde actuel et sur plein de mouvements qui se passent en ce moment. Parenthèse refermée. J'ai envie qu'on soit tous les premiers singes. Ouais. À plein de niveaux, même à notre petit niveau, bien tu sûr, vois. Mais bien sûr. Comment, moi j'ai envie de me questionner tous les jours, de me dire comment aujourd'hui je peux être le premier singe. Ouais, moi j'adore cette idée. Et en fait, j'ai vu beaucoup mes amis d'école de commerce construire leur carrière. Et puis, dans mon métier aussi, on parle beaucoup de carrière. Et toi, en tant que chanteur, ou en tant que danseur, ou en tant que... Dans le showbiz, on parle beaucoup de carrière. Tu vois. Comment vous avez construit votre carrière, Charles Aznavour ? Et c'est toujours marrant parce que, en fait, du coup, c'est un réflexe c'est un réflexe vraiment primate de mimétisme. Là, de dire, ok, donc Charles Aznavour, en fait, il a fait un télécrochet à tel âge, puis il a fait Drucker à tel âge, puis il a fait ça, et c'est comme ça qu'il a construit sa carrière. Il n'y a pas deux exemples qui sont identiques. Et je vais même aller plus loin, c'est que je pense que c'est vraiment une erreur, même dans les grandes entreprises. C'est vraiment une erreur qu'on nous inculque parce qu'on nie notre individualité en faisant ça. Et moi, j'encourage énormément. Je suis beaucoup intervenu en école de commerce pour donner des cours de prise de parole en public. Ouais. Et j'adore aller dans les écoles de commerce parce que je joue la boule de bowling. Et, tu leur tapes dedans. Ouais, non, en fait, j'essaye d'être dans un truc d'empowerment, en fait, de leur dire, vous êtes dans un laboratoire, amusez-vous, c'est le moment, jouez,
en fait, tester des choses. C'est maintenant. Et c'est parce que vous aurez testé des choses maintenant qu'en fait, vous allez pouvoir faire des choix qui auront du sens pour vous à la sortie de l'école. Et vous aurez repris un tout petit peu de pouvoir sur votre vie. Et même si ça dure que 3 ans, c'est cool. C'est 3 ans au moins que vous ne regretterez jamais. Et je trouve ça hyper intéressant de dire à ces jeunes-là, ok, ton parcours, en fait, même si tu commences en audit ou en conseil ou en FUSAC ou en tous ces métiers-là qui ont l'air très normés, en fait, ton parcours, je te souhaite qu'il ne soit pas le même que celui de quelqu'un d'autre. Trace ta route, trace ton chemin. Et ça se trouve, tu vas faire de l'audit et tu iras au bout et tu deviendras associé dans cette boîte d'audit et tu seras très heureux comme ça. Et tu auras une vie telle qu'on peut l'imaginer. Tu auras ta maison, enfin ton appartement à Levallois-Perret avec ton Golden Retriever et tes enfants. Et c'est possible. Et tu seras peut-être très heureux comme ça et c'est très bien. Ou alors, ça se trouve, en fait, à 35 ans, tu vas te dire, en fait, ça me plaît moins. J'ai fait ce que j'avais à faire dans le monde de l'audit et en fait, je vais aller ailleurs, je vais faire autre chose. Et moi, le nombre de gens qui me contactent, notamment des anciens du réseau de mon école de commerce, et qui me disent j'ai changé de vie ou je suis en cours de changement de vie, je sais que tu as fait ce choix-là avant, qu'est-ce que tu peux me donner comme conseil? Et en fait, je suis hyper heureux de voir toutes ces trajectoires et de me dire c'est super. En fait, libérez-vous. Ouais, libérez-vous, prenez le pouvoir sur votre vie. Enfin, je veux dire, on n'en a pas 36 pour le coup, des vies. Donc, a priori. Autant, ouais, a priori. Ça se trouve, on va trouver un truc génial. Ça va être merveilleux. Mais je suis d'accord. Tu vois, moi, ça me parle beaucoup parce que plus le temps avance dans le podcast, plus je me dis que j'ai envie qu'il ait ce rôle-là de pouvoir juste éveiller les consciences sur il y a différentes choses. Je veux pas que Mickaël ou Yaron ou Alex ou Pénélope Bagieux, avec leurs conseils, disent c'est ça qu'il faut faire. Je veux que par contre, vous puissiez dire ces choses-là existent, voici comment je les ai fait, voici comment j'ai expérimenté à mon niveau, et donc l'une des branches possibles des chemins qui existent est celle-là. Sachez qu'elle existe maintenant, prenez le pouvoir dessus et vivez votre vie et sentez-vous vivant, quoi. Ouais, et je trouve ça merveilleux. Et d'autant plus merveilleux que je trouve qu'on a une vision en France, et c'est pas du tout un comparatif avec d'autres cultures, c'est pas tant ça, c'est juste, je fais ce constat-là, c'est qu'en France, on a une vision assez étriquée du monde de la création. Et du coup, j'adore la possibilité de montrer plein de parcours différents, en disant, ça existe, en fait. Voilà, c'est... c'est génial, parce que là, tu m'as mis au milieu de gens merveilleux, mais voilà, Pénélope Bagieux, comment elle a tracé sa route, et quelle est sa vie, quelle est sa démarche de création. Et moi, c'est du champagne pour moi quand j'ai écouté tu vois, ton interview de Pénélope Bagieux. Je suis sûr que quand je vais écouter celle de Yaron, ça va faire la même chose. Celle d'Alex Dana que j'ai découverte, j'ai découverte sur son interview, sinon c'est pas du français. Ça a aussi éveillé plein de choses en moi et je trouve ça très riche et très intéressant parce qu'il n'y a pas qu'une seule manière de créer, il n'y a pas qu'une seule manière de vivre. Et comme on n'est pas très fort en France avec l'altérité. C'est pas notre grande spécialité. On n'est pas très fort avec l'idée de faire les choses différemment. Voilà. Georges Brassens disait les gens n'aiment pas que l'on fasse les gens n'aiment pas que l'on fasse autre chose qu'eux, c'est ça, je crois. Là, j'ai l'impression de me planter, mais c'est pas grave. Mais enfin, on comprend le schéma. L'altérité, on n'est pas très fort. On n'est pas très fort autour du handicap, par exemple. Ça, c'est voilà, on est nul, même on peut le dire, avec le handicap dans ce pays. On n'est pas très fort avec l'altérité. Et là, c'est super parce que ces podcasts sont des sources d'altérité. Qui rassurent sur le fait qu'on peut tracer son propre chemin et qu'on n'est pas obligé de suivre toujours le sillon des autres. Merci pour les compliments. Il y a un truc que tu disais sur la connaissance de soi, parce qu'on tourne autour de ça qui est vraiment intéressant. Est-ce que toi, tu me parlais du confinement il y a 1 an à peu près, 2020, 1 an et demi. Est-ce que toi, dans ta recherche de connaissance de toi, il y a des outils, des approches, des idées, des questions peut-être, qui t'ont aidé à faire un pas de plus vers la réponse à quel est mon chemin? Il y en a plein. Ça a été un moment de ma vie assez intéressant assez intéressant pour moi, où je me suis questionné sur la performance dans mon métier. J'aime beaucoup les documentaires sportifs, notamment, et c'était le moment où on regardait beaucoup Formula One avec ma femme, qui elle aussi est entrepreneur, et du coup c'était hyper puissant en fait Formula One. Alors évidemment, Formula One, on confie à des gens les voitures les plus chères du monde pour piloter à 350 km/h
Donc évidemment, on crée autour d'eux un cadre de performance incroyable. Assez unique d'ailleurs. Totalement unique. Et je me suis dit, mais en fait, quel cadre de performance je crée pour moi? Et ça a été vraiment quelque chose de très libérateur pour moi, parce que d'un coup, je me prenais au sérieux. Je me disais, ouais, c'est vrai en fait. Jouer un spectacle d'1 h 30 sur scène, où je joue 20 personnages, c'est une performance. Oui, c'est peut-être pas piloter une voiture à 350 km/h, mais c'est une forme de performance. Réussir à faire partir les gens dans ton imaginaire, alors faire croire en une histoire alors que tu es habillé avec un pantalon noir, des baskets blanches et un t-shirt noir, et tu leur inventes 20 personnages et ils y croient, et il y a des gens qui pleurent, il y a des gens qui rient dans le public. Bon, c'est une performance, accepte-le. Donc, à quel point tu te donnes du crédit dans ta vie pour créer ce que j'ai appelé pour moi un cadre de performance. Et donc, je l'ai théorisé. C'est juste génial. Je me rappelle à cette période, mais du coup, je le relis maintenant. Ouais. Je me disais, voilà, en ce moment, je bosse avec un ou une coach sportive qui va m'aider à être en forme sur scène, machin truc. Ça vient de là, j'imagine. Ça vient complètement de là. Donc, je l'ai théorisé. Tu vois, par exemple, j'ai dit, j'ai besoin de quelqu'un qui me rassure sur tous les aspects contractuels et juridiques. Et donc, j'ai trouvé un avocat. Et quelqu'un sur qui je peux compter. Je sais que je peux l'appeler à n'importe quel moment, moyennant rémunération. Et c'est parfait comme ça. Parce que comme ça, les relations ne sont pas troublées, c'est de la vraie relation professionnelle. Mais par contre, je sais qu'il va me rassurer. Je vais l'appeler, je vais lui dire, voilà, ce contrat-là, pourquoi cette clause? Il va m'expliquer, il va me dire, elle est bonne, elle n'est pas bonne, elle est en ta faveur, pas en ta faveur, super. J'ai besoin d'être en forme physiquement. Est-ce que je peux débloquer un budget pour être en forme physiquement et apprendre sur moi de comment fonctionne mon énergie corporelle? Voilà, comment je peux relancer la machine d'un point de vue de l'énergie corporelle. De la même manière, par exemple, j'étais fasciné pendant un moment par l'hypnose. En fait, j'ai vu des thérapeutes et ça m'a beaucoup aidé. J'ai eu la chance de faire un coaching aussi. C'est des choses qui m'ont énormément aidé. Ça a fait bouger plein de choses en moi. Mais il y a des sujets sur lesquels je trouvais que intellectuellement, j'avais débloqué les choses, mais ça ne se débloquait pas vraiment. Le temps de la psyché me paraît plus long que le temps charnel. Ça m'a été confirmé par plein de thérapeutes après, qui m'ont dit oui, c'est normal. C'est pas parce que tu réalises, j'en sais rien, je prends un truc au pif, le syndrome de l'imposteur et qu'on met un mot dessus, que demain ton syndrome de l'imposteur est résolu. Ce serait tellement beau. Le type qui fait ça est un gourou génial. Et j'ai eu envie de contrecarrer un tout petit peu mon esprit. Et du coup, par exemple, j'ai été voir un hypnothérapeute. Ça m'a beaucoup aidé. En fait, à me dire, ok, on peut créer un autre schéma de pensée dans ta tête. On peut hacker un tout petit peu le côté très cérébral et très rationnel que je peux avoir. Donc j'ai comme ça, j'ai créé des pôles, voilà, et tu vois, le cercle des créateurs dont je fais partie maintenant depuis 1 an, que tu connais bien, me semble-t-il, faisait partie de mon cadre de performance. J'ai été à un moment où, avec le Covid, en plus de vivre la solitude du one man, c'est normal, je suis seul, j'ai des gens qui m'entourent, mais sur scène, je suis seul, donc je vis la solitude. Si je fais rire, c'est super, mais si je fais pas rire, je sens fort la solitude et le silence. Et le Covid a créé, plus que de la solitude, a créé de l'isolement. Et je me suis dit, voilà, j'ai besoin d'avoir des gens, des pairs, sur qui je peux m'appuyer. Et des gens avec qui je peux parler création. Ça, c'est un vrai conseil que je donnerais à des jeunes créateurs. C'est, je vais partager, je sais qu'on en avait parlé ensemble, je vais partager ma métaphore du feu autour de la création. Pour moi, créer quelque chose, c'est comme créer un feu de zéro. L'idée étant qu'on va créer des petites étincelles au début, et puis le feu va prendre, petit à petit. C'est très important de savoir à quel moment on partage le feu avec quelqu'un d'autre. Et qu'est-ce qu'on demande à cette personne vis-à-vis de notre feu. Et il faut être très clair vis-à-vis de ça. Si on a envie de voir juste la flamme briller dans les yeux de l'autre, il faut lui dire. Il faut lui dire, ne souffle pas sur mon feu, il est trop fragile, tu pourrais l'éteindre. Et ça me paraît vraiment essentiel. Si c'est vraiment un jugement ou un avis que tu viens chercher, sache que ça peut éteindre ton feu. Et combien d'idées j'ai eues au début de mon travail, où j'étais hyper enthousiaste, j'arrivais pas à partager cet enthousiasme, et je suis ressorti de ce partage de feu avec des cendres. Et il ne restait plus que des cendres. Et je n'arrivais pas à rallumer le feu. Parce que c'était pas le bon moment, c'était pas la bonne personne, c'était pas la bonne attente que j'avais vis-à-vis de ce moment que je convoquais.
C'est intéressant parce que je trouve que ça mène presque à se questionner sur notre entourage Bien et se sûr. dire pourquoi dans notre entourage. Et c'est hyper important. Qui on prend pour souffler, qui on prend pour atténuer quand ça souffle trop fort, qui on prend pour juste questionner et entretenir le feu. Et il faut que le feu soit très fort avant de le partager avec des spectateurs. Tu vois. C'est d'ailleurs ce qui est le plus dur dans mon métier, c'est les premières représentations. Pour moi, hein, c'est le moment où on partage le feu et on sait qu'il est encore un peu fragile. Et il faut avoir bien au fond de soi les braises. Tu vois, faut se dire, ok, elles sont là. Je sens cette chaleur. Je sens que quoi qu'il se passe ce soir, ça va pas s'éteindre. Ça n'éteindra pas mon feu. Je sais que si moi je ressouffle un peu, que je remets de mon bois, que je remets de ma matière à moi, je sais que le feu repartira. Peut-être qu'il va prendre des bourrasques ce soir, mais le feu repartira. Et ça, dans mon cadre de performance, c'était très important de me dire, je vais avoir besoin de gens à qui je sais ce que je peux demander. Je peux leur dire chaque semaine, ben voilà, je suis en période de doute. Chose que je ne peux pas faire et que je ne veux pas faire avec certains de mes proches qui ne sont pas là pour ça et qui ne pourraient pas comprendre. Parce que je crois qu'à un moment, en fait, le vertige de la création n'est pas forcément compréhensible facilement par des gens qui ne sont pas créateurs. Et c'est pour ça que je mets beaucoup en garde de dire attention, tu écris du one man, c'est super. Peut-être que les premières personnes avec qui tu dois le partager, c'est pas ta famille. Parce qu'en fait, tu vas aller chercher chez eux des choses, c'est compliqué, c'est trop complexe. Les relations sont trop ambiguës à ce moment-là. Donc tu te mets en risque, tu mets ton feu en danger. Et peut-être que tu vas prendre la douche froide qui fera que, en fait, le feu va être éteint et à tout jamais. Et il faut faire très attention à ça. Très juste. Hein. Tu sais, moi j'ai l'impression parfois dans nos projets, quand on est créateur, que nos proches, certains de nos amis, certains de nos parents, sont un peu comme, tu connais la théorie du panier de crabes ? Ouais. Donc tout le monde est dans un panier, tous les crabes que tu as pêchés sont dans le panier. Quand un crabe essaie de sortir, les autres crabes le prennent et le redescendent parce que soit on sort tous ensemble, soit on sort pas. Et tu mets, quand tu crées, quand tu imagines des choses, tu mets aussi tes proches face à leurs propres incohérences. À leur propre peur. Voilà, c'est ça. Et en fait, moi, ça me paraît très important de dire, ok, qui je vais voir si j'ai besoin de soutien. En fait, si j'ai juste besoin de soutien, simplement ça. Je veux pas un avis sur mon travail. Je veux pas qu'ils me disent est-ce que je dessine bien, est-ce que je dessine pas bien. Je veux pas qu'ils me disent est-ce que c'est drôle, est-ce que c'est pas drôle. Je veux qu'ils soient là pour moi. Je veux qu'ils soient là pour me dire continue, accroche-toi. C'est super, tu es en train de créer quelque chose. Je veux un ami comme toi. Enfin, moi, je veux. Tu vois, c'est important Mais c'est hyper important d'avoir ces gens-là. Et c'est essentiel. Et donc ça, dans mon cadre de performance, c'était hyper important. Et donc, on parlait des outils de connaissance de soi. Un des outils que j'utilise beaucoup, c'est le journaling. Moi, ça m'aide énormément. Ça me fait penser à une phrase de Nietzsche. On a cité Romain Gary. Très bien. Ça fait longtemps qu'il n'y a pas eu de citation. En dessous, Romain Gary, je Nietzsche. sais pas. Non, ils sont bien les deux. Hein. Voilà, on les aime. Nietzsche dit « Je et moi sont engagés dans un dialogue trop véhément pour qu'il soit supportable. Heureusement, il y a l'ami. L'ami est celui qui empêche le dialogue entre les deux de sombrer aux abîmes. » C'est beau. Il est fort. Je l'ai entendu chez Lucchini. Alors, si tu veux, à un moment, on peut le faire. Ça empêche le dialogue des deux de sombrer aux abîmes. Et là, c'est énorme, ce que dit Nietzsche. Bref. Non, et en fait... Tu peux continuer comme ça, quoi. Moi, je peux continuer comme ça. Ça va. On essaiera de l'interviewer pour de vrai un jour. Ah, ce serait génial. Ouais. Et donc, ce dialogue entre je et moi, cette dissonance qui se crée qui est chez le créateur, qui est à la fois créateur et spectateur de sa propre création. Le journaling est pour moi l'ami qui aide, qui évite à je et moi de sombrer dans un dialogue qui va vers les abîmes. Ça m'aide à revenir sur des choses qui se sont passées par exemple la veille. Tiens, cette relation-là, cette phrase-là, ça m'a complètement trigger dans la discussion et j'ai complètement vrillé. Pourquoi ? Qu'est-ce qui s'est passé ? Reposons-le à plat. Ou tiens, aujourd'hui, quel est mon objectif ? J'ai un peu tendance, moi, à me lever le matin en ayant le cerveau en ébullition et je peux me laisser aller à la première tâche venue.
Et si la première tâche venue, c'est faire des travaux chez moi, ça va être faire des travaux. Et puis à 17h, je vais regarder ma montre, je vais faire et fait des travaux. C'est super, mais c'était pas le but. Et donc, je suis très sujet à la confusion pour plein de trucs, parce que mon cerveau a tendance à partir dans tous les sens, ce qui par moments est hyper agréable. Par exemple, quand j'écris, c'est super que mon cerveau puisse aller vadrouiller dans plein d'endroits. Puis il y a des moments dans l'organisation quotidienne, c'est un peu plus ennuyeux. Le journaling m'aide à contrecarrer cette chose-là. Et ça va justement dans la connaissance de soi, c'est-à-dire que je sais que j'ai ce cerveau-là, cette manière de penser un peu effervescente, qui peut avoir plein d'avantages et qui fait que, par exemple, j'ai plutôt une bonne repartie, tu vois, parce que j'ai 15 cases qui s'ouvrent en même temps quand tu me dis un truc, mais qui peut, par moment, complètement créer de la confusion en moi. Et par exemple, j'essaye de faire que mon agenda ne crée pas de la confusion. La manière dont j'organise ma journée, par exemple, j'essaye d'éviter de scroller le matin sur mon téléphone. La première heure de la journée est très importante. Les études en neurosciences l'expliquent. C'est fou ça. Ouais. Et donc, j'ai fait l'expérience plein de fois. Si je commence ma journée par scroller sur mon téléphone, ce qui est très satisfaisant pour mon petit cerveau qui adore avoir 10 000 informations en même temps et créer des connexions, etc. En fait, je suis un zombie toute la journée. Par contre, si je laisse mon téléphone de côté, je vais prendre mon café, je prends mon petit déjeuner, je suis dans quelque chose de plus apaisant et j'essaye d'enlever un peu l'écume, tu vois, via le journaling, ça m'aide beaucoup à pouvoir faire une journée de création pure. Et puis ce cadre de performance, c'était de me dire, j'ai 1000 casquettes, tu vois, et peut-être qu'on va en parler, mais j'ai plein de casquettes, je suis producteur, je suis chroniqueur, je suis vidéaste, enfin, voilà. Mais le cœur de mon métier, ce pourquoi je me bats tous les jours et qui me plaît le plus, c'est la création. Donc comment je fais pour que le cœur de ma journée, ce soit la création et comment j'organise ça? C'est exactement la même chose pour moi. Ah oui. C'est le truc le plus important. Je pense que si toi et moi on arrive à se concentrer là-dessus, derrière tout le reste file. Mais pourtant, il y a quand même plein d'autres choses qu'on doit gérer aussi. Mais bien sûr. Mais est-ce que le cœur de mon travail, c'est mon feed Facebook? C'est une vraie question en fait. Moi, j'ai répondu non. Ce qui ne veut pas dire que je me laisse pas piéger. Évidemment. Enfin, je veux dire, c'est le soleil et on est tous Icare. Donc, à un moment, on a tous les ailes qui font. Vraiment, c'est épouvantable. C'est vraiment des outils très compliqués à contrecarrer. Icare, très bon documentaire. Très bon documentaire sportif. Tu connais ou pas? Ah non. Pardon, c'est parce qu'il y a des cases qui s'ouvrent aussi dans ma tête, mais Okay. je t'encourage à aller voir ça. Ok. Icare, c'est sur une histoire de dopage. Ah, j'ai jamais vu. Non. Incroyable. Ok. Un mec qui se dope, qui apprend à se doper pour voir ce que ça fait sur son corps. Et il se retrouve par erreur dans le plus grosse affaire de dopage russe par hasard, et ça fait un documentaire incroyable. Ah, génial. Ok. Voilà. Hyper bien. On ferme la case. Non, j'adore. Donc, voilà. Conscientiser la connaissance de soi fait que j'essaie de conscientiser un peu plus les choses pour pas trop que ma journée me prenne au dépourvu. Enfin, je ne saurais pas le dire en français, et je ne saurais pas le dire non plus en anglais, mais tu vois, c'est qui dirige qui? Est-ce que c'est ton temps qui te dirige toi, ou est-ce que c'est toi qui dirige ton temps? Et ça m'est arrivé tellement de fois que mon temps me dirige, que j'essaye d'y faire attention. Et puis, j'avais une autre idée qui me venait sur cette idée de connaissance de soi. Oui, c'est qu'est-ce qui me fait plaisir? Qu'est-ce qui me fait réellement plaisir? Quelles sont les caractéristiques d'un projet dans lequel je sais que je vais m'épanouir? Et ça me faisait plaisir d'entendre Alexandre Dana en parler sur le tarot marseillais, je crois, il disait. Ouais, tout à fait. Il disait il y a 4 composantes dans le tarot. Ouais. Alors, je vais essayer de me souvenir. Intellectuel, émotionnel, corporel. Sexuel? Non, il n'y avait pas un C'est sexuel. corporel et sexuel ensemble, je crois. Peut-être, ouais. Et il y en a une 4e. Je ne sais plus. Mais en tout cas, moi, par exemple, dans les projets que je fais, j'essaye de me dire, voilà, alors j'ai besoin, par exemple, dans un projet, que ce soit satisfaisant intellectuellement. Ça, je le sais. J'ai besoin que ce soit satisfaisant socialement. Donc, à un moment ou un autre, il va falloir que j'échange avec des gens. J'ai besoin que ce soit satisfaisant esthétiquement. Donc, il va me falloir du beau dans ce projet. Et puis, j'ai besoin d'apprendre des choses. En gros, s'il y a ces ingrédients-là, ça contribue à mon plaisir. Ouais, je trouve ça génial. Donc, j'essaye aujourd'hui, quand je choisis un projet ou quand je crée un concept ou un projet, de me dire, OK, comment je vais réussir à mettre ces 4 ingrédients dans le projet. Ouais. Et je pense que c'est un super exercice à faire tous individuellement, de se dire, tu vois, pour toi, c'est ces 4 choses-là. Ouais.
si on est capable tous individuellement de réfléchir à pour prendre du plaisir, pour m'épanouir, pour trouver mon chemin, pour être juste dans la connaissance de moi, si je suis capable de repérer dans les patterns de toutes les choses qui m'ont épanoui dans la vie, les choses qui m'ont apporté beaucoup et pourquoi, et derrière tirer genre 1, 2, 3 ou 4 comme toi ingrédients qui te permettent de dire maintenant j'ai comme ce projecteur-là, cette carte de connaissance de moi qui me permet d'aller dans ce sens-là, là on sort du mimétisme. Je pense. Et alors, ce que j'ai découvert après, c'est que définir ces choses ne veut pas dire les fixer à tout jamais. Bien sûr. Ce qui Mais pourrait en faire tout peur. cas, mais en tout cas, c'est faire le choix en conscience de s'éloigner de ça. Et c'est super. Je veux dire, c'est super. Moi, il y a des projets où en fait j'y vais parce qu'il y a aussi une composante, c'est la composante financière, tu vois, dans un projet qui est importante. Mais il y a des projets, j'y vais parce qu'en fait je vais trouver 4 composantes, mais pas la 5e. Peut-être que l'argent, ça n'y sera pas. Mais en fait, je le sais en conscience. Et je fais le choix en conscience, ce qui fait qu'au milieu du projet, s'il y a un moment qui est un peu dur, je ne vais pas pouvoir me dire « Ah ouais, en fait c'est dur, je le sais, c'est parce qu'en fait il n'y a pas d'argent. » Non, mais tu as fait le choix en conscience. Aujourd'hui, par exemple, quand je me pose la question de est-ce que je me lance dans un projet ou pas, je regarde mon agenda et je me dis « Ok, alors voilà mon agenda, voilà les projets que j'ai en cours. Si j'accepte ce projet, ça veut dire que j'accepte que ça puisse se faire au détriment d'un des autres projets que j'ai en cours. Est-ce que je suis prêt à accepter ça ? Et ça a été la manière avec laquelle j'ai appris à dire non. Je suis en train d'écrire un nouveau spectacle, par exemple, et on vient me proposer un projet, je sais pas, une entreprise m'appelle pour me dire, voilà, on aimerait que tu interviennes pour faire la clôture d'un de nos événements, d'une de nos conférences, ce qui m'arrive assez fréquemment. Et je regarde mon agenda et je me dis, en fait, grosso modo, ça me demande 4 jours de travail. 4 jours de travail répartis sur 1-2 semaines, je sais pas. Donc ça veut dire que cette semaine et la prochaine, je peux pas suivre, je peux pas faire ça, ça et ça. Est-ce que je suis prêt à faire ce trade-off, en gros ? C'est important de l'avoir en tête ça, parce qu'on peut vite avoir une logique, je trouve, quand on est créateur et quand on est à son compte, de l'assiette qui se remplit tout le temps. Bien sûr. Et donc on finit à faire des journées de travail qui durent 12 heures, on finit par travailler le week-end, d'avoir aucun stop, et juste parce qu'on a mis trop de choses dans l'assiette, quoi. Mais on en parlait ensemble en tant que créateur de contenu à l'époque où je faisais où j'avais ma chaîne sur YouTube et je faisais des vidéos toutes les semaines. Je me suis rendu compte de ce que c'était le tonneau des Danaïdes. C'est-à-dire en fait on met des choses dans un tonneau qui est percé. Bien sûr. Et il y a toujours des choses à faire. Tu pourras toujours aller plus loin, c'est un jeu infini. C'est infini. Et d'ailleurs, je pense que c'est pas forcément mal. Il faut juste le savoir, tu vois. Il faut se dire. Non, c'est pas forcément mal, mais en fait, le rapport à l'infini est quelque chose qui, je pense, est sous-estimé dans notre société. Je m'explique, parce que comme ça paraît un tout petit peu théorique. Mais nous sommes des êtres finis et ne pas le prendre en conscience veut dire qu'à un moment, en fait, on se laisse déborder, forcément. Donc, moi, ça a été une des manières de travailler sur moi, de me dire, ok, je suis un être fini, donc en fait, je suis capable de travailler à peu près tant d'heures par jour. Comment je répartis les choses ? Et je peux avoir des journées où je dis, en fait, je ne répartis rien. Et c'est hyper important, tu vois. Moi, par exemple, dans mon agenda, j'essaie de garder 1/5 du temps où je n'ai rien de prévu. Parce que je sais que j'en ai besoin de ce temps. Sinon, en fait, je pète un plomb. Mais le rapport à l'infini, c'est aussi le rapport à notre newsfeed. C'est la première fois, enfin c'est une des premières fois à mon sens, dans l'histoire de l'humanité, que l'homme est confronté à l'infinité du contenu. Un livre, il y a une dernière page. Un journal, il y a une dernière page. Un disque, il y a une dernière chanson. Un disque. Un vinyle, mon vieux, un vinyle, il y a quand même une dernière piste sur un vinyle. Donc, mais par contre, le feed, il n'y a pas de dernière info. Donc ça veut dire qu'il faut, quand tu ouvres ton fil, te dire, il y a un moment où moi, je vais devoir dire stop. Si c'est pas moi qui dis stop, c'est mon attention qui va être tellement pompée que je n'arriverai même plus à scroller. Et à ce moment-là, en général, pour moi, je parle pour moi, ma journée, elle est perdue. Tu finis à terre. Fini. Je pense que vraiment, la gestion de notre attention, c'est la meilleure compétence qu'on peut développer maintenant et pour les 20 prochaines années. Peut-être plus, j'en sais rien. Je ne peux pas deviner ce qui va se passer. Mais on est tellement en train de se la faire bouffer malgré nous que c'est pas mal. Il y a plein de bonnes choses qui sortent de tout ça. Mais est-ce qu'on est capable d'avoir consciemment cette possibilité de se dire je suis dedans ou j'arrête ? Est-ce qu'on a vraiment envie d'être là ou pas à ce moment-là ? Parfois oui.
Souvent, non. C'est assez intéressant, je trouve, de dire qu'on a plein de petits réservoirs en nous. On a un réservoir d'attention, on a un réservoir de volonté, on a un réservoir de bonne humeur, on a un réservoir de machin, etc. Et en fait, ils ne sont pas infinis, ils ont besoin de se recharger à certains moments. Et si toute l'attention que j'ai dans ma journée, en fait, je la donne à ça, à scroller, en fait, c'est de l'attention que je n'aurai plus pour faire d'autres choses. Et je vais avoir besoin de re-remplir mon réservoir. Et chacun va avoir sa manière de remplir son réservoir. Il y a plein d'études neuroscientifiques qui en parlent, hein, mais je trouve ça bien de... Enfin, moi, en tout cas, ça m'a fait beaucoup de bien de le conscientiser et de me dire, ok, bon, bah, en fait, mon attention, je sais que moi, j'ai besoin d'avoir beaucoup d'attention quand j'écris ou quand je joue, quand je travaille des personnages, etc. J'ai besoin d'avoir beaucoup d'attention parce que, en fait, le cœur de mon métier, c'est ça. En fait, c'est d'être présent, d'être à un moment où je suis très attentif, où j'ai tout qui est connecté, en fait. Tu vois, je suis dans une sorte d'état second, moi, quand je suis sur scène, où je suis en hypervigilance absolue. Je chope tout ce qui se passe dans la salle. Et c'est mon travail. C'est mon travail d'être capable de me dire, cette personne écoute bien. C'est théorisé, mon prof de théâtre le disait, il appelait ça l'écoute de l'écoute. D'être capable, au bruit de la salle, de savoir ce qui s'y passe. On ne sait jamais exactement, mais en tout cas, on a une idée quand même. Donc j'ai besoin de mon attention pour pouvoir faire mon métier et pour pouvoir bien le faire et pour pouvoir être dans la performance. Tu vois. Donc, bah maintenant que je l'ai théorisé, j'ai la possibilité de le mettre de côté et de ne pas y penser, mais je sais que je peux le retrouver à un endroit, à côté de mon bureau. J'ai mon cadre de performance et j'essaye de le suivre et de le garder en tête. Ça m'inspire beaucoup. Ça me donne envie de réfléchir à comment je peux le faire aussi pour moi. Tu vois, parfois, il y a des trucs que je ne m'autorise pas. Ouais. Par exemple, je sais que j'ai des problèmes de dos. Régulièrement, je vais me faire masser. Ouais. Et aujourd'hui, j'ai une petite culpabilité en mode genre, tu vois, ah ouais, le massage, c'est un choix, un investissement, etc. Alors qu'en fait, on devrait accepter aussi juste ça peut faire partie de la performance globale, quoi. Ouais. Et cette question de la culpabilité, par exemple, moi, tu vois, je suis très sujet à la culpabilité. Je suis pétri. Je suis une bonne pâte pétrie de culpabilité. Tu vois. Et ben, j'essaye d'avoir un petit warning dans mon journaling le matin en me disant, tiens, de quoi te sens-tu coupable aujourd'hui ? Tu vois, pour l'évacuer, en fait, de dire, ok, tu te sens coupable de ça, tu te sens coupable de t'être fait masser, tu te sens coupable, je sais pas, de ne pas avoir rappelé un tel aujourd'hui, etc. Et dire, ok, soit t'es vraiment fautif, soit t'es pas fautif, en fait. Mais résous ce truc-là plutôt que de garder le fardeau sur tes épaules toute la journée, parce que ça va servir à rien. Ou serre-toi-en pour créer, en fait. Ça, c'est quand même une chance inouïe qu'on a dans notre métier. C'est de pouvoir sublimer ces choses qui nous traversent et essayer de se servir au maximum de cette matière-là pour en faire quelque chose de positif. C'est quand même une chance géniale. C'est clair. Dans ton journal, Ouais. c'est quoi les 4-5 questions que tu te poses quasiment quotidiennement ? Alors, il n'y a pas 4-5 questions que je me pose. Ouais, je me demandais. Ouais. En fait, je fais le journaling que Julia Cameron propose dans son livre Libérer la créativité, où en fait, je laisse vraiment 3 pages pour évacuer l'écume. Et puis, et surtout, sans objectif. Vraiment sans but conscient. En me disant, c'est de l'échauffement de poignet, en gros. Il faut juste recréer la connexion entre la petite voix intérieure et la plume du stylo. Donc, vas-y. Tout ce qui te passe par la tête, tu l'envoies. Lâche-le. Et ce qui est génial, c'est qu'il y a des fois, ça sert à rien. Enfin, je veux dire, c'est marrant. Il y a des fois, c'est pas utilisable professionnellement. Et puis, il y a plein de fois, sort de ça des choses absolument formidables. Mon dernier spectacle, Je pionce donc je suis, est truffé de choses issues de mon journaling. Mais je le fais pas volontairement, en fait. Ouais, ça ne m'étonne pas. Cette habitude-là, il y a des trucs qui sortent parfois. Exactement. Et puis il y a des fois, en fait, je me mets un matin pour écrire sur un sujet qui m'inquiète. La progression de tel homme politique, la guerre à tel endroit, pourquoi on parle, je sais pas, pourquoi on parle des bobos, en fait. Pourquoi pendant un temps l'ennemi commun c'était le bobo, en fait. C'est qui le bobo, c'est quoi le bobo, tu vois, par exemple. Et j'essaye, en fait, derrière cette espèce d'angoisse qui me prend, d'avoir une petite théorie qui me rassure, tu vois. Et ça peut être juste ça, ça peut être juste, je prends ma feuille de papier en me disant, pourquoi Zemmour ?
en fait. Et je veux pas dire que par là que j'ai la réponse. C'est pas ça. Non, tu cherches. Mais je cherche et j'essaye de convoquer en moi un truc qui va me rassurer. Et des fois, ça devient des blagues. Tu vois, des fois, en fait, je vais évacuer cette angoisse par des blagues. Je l'ai raconté dans Story il n'y a pas très longtemps. Je me suis retrouvé dans le jour du convoi de la liberté. C'était vraiment sur mon chemin pour aller jouer le soir la pièce. J'ai vu ces stories, incroyable. Voilà. Et je peux pas prendre la voiture parce que je suis en plein convoi de la liberté. Donc je sais qu'en fait, ça va me prendre trop longtemps, je peux pas. Donc je décide de prendre le train et j'arrive dans le train et je me retrouve dans un wagon au milieu de gens qui partent faire la manif anti-vax à Paris. Et c'était incroyable. Et je suis sorti de là. C'est une phrase de Romain Gary il en parle dans Chien blanc. À un moment, il réfléchit à la question du racisme contre les Noirs aux États-Unis. Et il vit avec Gene Seberg et il dit mais tu te rends bien compte que toute cette histoire, ça me bouleverse et il va se passer toujours la même chose. Ça me met en colère, ça m'indigne. Et la seule manière que j'ai de faire passer ça, c'est d'écrire un livre. Donc toute ton histoire, ça va finir dans mon livre. Tu vois. Et en fait, là, tout ce truc-là sur les antivax, en fait, je sais que toute cette histoire, à un moment, ça va finir en blague. Tu vois. C'est une phrase de Jules Renard qui dit la peur d'en pleurer qui donne l'effronterie d'en rire. Et là, pour le coup, on est là-dedans à 2000%. Ouais. Génial. J'ai envie de boucler un peu la boucle. On arrive petit à petit à la fin, mais on a quand même attaqué ça et on a divergé dans tous les sens, mais dans le très bon sens. C'est pour ça que j'ai laissé faire, c'est super intéressant. Il y a ce Michael, créateur. Ouais. Il y a ce Michael, entrepreneur. Ouais. J'ai l'impression, moi, plus on avance, tu sais, il y a cette mode un peu de la passion economy, la créateur economy, et on va vers un futur où on a de plus en plus de créateurs parce que ça a du sens et il y a des choses à apporter. Et j'ai l'impression de croire de plus en plus à un futur qui est non pas fait que de créateurs, mais de créateurs entrepreneurs. Des gens qui sont capables de, en tout cas pour ceux qui veulent en vivre, d'avoir aussi cette dimension-là entrepreneuriale. Et quand on regarde beaucoup de créateurs pour qui ça marche bien, qui vivent de ce qu'ils font, ils ont souvent cette deuxième casquette-là. Toi, c'est un truc que tu revendiques de plus en plus, que tu acceptes. Je l'ai toujours revendiqué. Ouais. Je l'ai toujours revendiqué. Ça m'a valu plein de trucs dans le métier. Et tant pis. Enfin, je suis comme ça. Tu vois, je force pas le trait d'un côté ou je force pas le trait de l'autre. Je crois que c'est pas antinomique. Je pense profondément que c'est une erreur de considérer que les artistes doivent être artistes, que les entrepreneurs doivent être entrepreneurs. T'arrives à bien les faire cohabiter ? Alors non, j'arrive pas toujours à bien les faire cohabiter. Mais pour le coup, et on en parlait juste avant, j'aime bien cette idée dont parle Alexandre dans son livre, des avatars. C'est-à-dire de dire on est pluriel et en fait définissons nos avatars qu'on incarne au fur et à mesure. Moi, ça me parle beaucoup parce que un des trucs pour lesquels je suis connu dans le monde du théâtre, c'est pour faire plein de personnages. Ouais. Là, je pionce donc je suis, donc mon solo, je fais 20 personnages. Et là, je joue une pièce en ce moment, Le Montespan, ce soir notamment, au Théâtre de la Huchette, dans lequel je joue 19 rôles. Et ça, par exemple, c'est un truc qui met, moi... qui me plaît beaucoup, qui m'excite beaucoup et qui me convient de changer de personnage. Et donc de me dire en fait, il y a un Michael entrepreneur, il y a un Michael artiste, il y a un Michael amoureux, par exemple. Et en fait, ça me plaît beaucoup parce que du coup, ça, encore une fois, ça me permet d'échapper à la confusion et à ce questionnement existentiel à un moment de me dire mais qui je suis en fait. En fait, je suis plusieurs. Je suis variable, je suis inconstant, et c'est très bien comme ça. Ça fait du bien. Ça fait du bien je trouve, pour un créateur de comprendre qu'on peut être ces deux trucs-là, et qu'en fait, c'est pas problématique, et que c'est pas parce que tu es créatif que tu n'as pas le droit d'avoir aussi une vision de comment je peux entreprendre, comment je peux construire quelque chose de viable. Ça fait du bien d'entendre. Moi, j'adore les deux métiers, en fait. Enfin, les deux pans de mon activité. Et d'ailleurs, ceux que j'admire le plus sont des gens qui ont les deux casquettes. Quelqu'un comme Fabien Olicard, par exemple, est quelqu'un pour qui j'ai beaucoup d'admiration. Verino, Haroun, tous ces gens-là sont des super entrepreneurs aussi, quoi. Kian, tu vois, bien sûr. C'est hyper impressionnant. Moi, j'adore.
la plupart des créateurs de contenu aujourd'hui sont aussi des entrepreneurs. D'ailleurs, à l'époque où j'avais démarré ma chaîne YouTube, j'avais eu la chance de rencontrer plein de gens du YouTube game, tu vois. Ouais. Et en fait, j'avais une passion pour ces gens-là et on s'entendait très bien, on s'entend toujours très bien parce que, en fait, c'était pas des zozos qui faisaient les débiles dans leur chambre. En fait, c'était des gens qui étaient des créateurs et qui, en fait, étaient devenus entre-temps des entrepreneurs. Bien sûr. Tu vois, Cyrus North est comme ça. Natou, tu vois, j'ai côtoyé Natou, c'est incroyable, Natou. C'est des vrais entrepreneurs derrière. Et c'est des entrepreneurs incroyables. Et j'aime beaucoup ça. J'aime beaucoup ça parce que je trouve ça génial de créer des projets, de réussir à fédérer des gens autour d'une vision, d'un projet, que ce soit du divertissement, des choses plus, plus sérieuses, plus profondes. Et il n'y a pas de jugement de valeur là-dedans parce que moi j'ai énormément de respect pour les gens qui font du divertissement. Je trouve ça génial de se dire je vais faire rire des gens pendant 10 minutes, pendant 1 heure, pendant 1 heure et demie. C'est prodigieux. Je pense que les gens ne se rendent pas bien compte de ce que ça demande comme travail en fait. C'est fou. Ouais. Et imaginons que les gens fassent la même chose en se disant je vais faire pleurer des gens pendant 1 heure. Pendant 1 heure, je veux qu'ils chialent, les gens. Là, on comprend à quel point c'est compliqué. Ouais. On comprend le défi. Et donc, ces histoires de casquettes multiples, ça me plaît beaucoup. Les uns nourrissent les autres. Ça me permet aussi, moi, de prendre beaucoup de plaisir à côtoyer des entrepreneurs et puis des créateurs et puis des gens qui sont dans des grandes entreprises parce que aussi, ou dans des structures plus formelles, qui travaillent dans l'éducation nationale, etc. En fait, ça m'ouvre sur des champs qui créent de l'écho en moi. Je ne crois plus beaucoup, je dois le dire, à des artistes purement artistes. Moi, les artistes que j'admire aujourd'hui dans d'autres champs sont des gens qui sont des touche-à-tout incroyables. Mathieu Chédid est aussi un entrepreneur incroyable. D'ailleurs, j'adorerais l'entendre parler de son côté entrepreneur. Kylian, tu as une mission. Allez, c'est noté. J'adorerais. Ah ouais, c'est génial. Tu vois, Stromae, c'est incroyable. Et Julien Doré aussi. Ces gens sont des entrepreneurs merveilleux. Et en fait, je trouve ça un peu dommage qu'ils n'en parlent pas, qu'on n'en parle pas, parce que c'est très important. Et j'ai l'impression, et je suis tout à fait d'accord avec toi, que la société et les médias câblent aussi toujours les interventions de ces gens-là sur l'angle artistique, ce qui est normal. Ouais. Mais c'est intéressant de comprendre que ces créateurs-là, qui ont fait le choix de vouloir vivre de ce qu'ils font, ce qui n'est pas forcément le cas de tout créateur, sont obligés et doivent aussi prendre en compte cette casquette-là. Et puis en fait, cette image de la pureté de l'artiste, elle est bien. On a un bon très poids à lui ancrée. mettre. Ça. Ouais, mais tu vois, c'est cette manière très romantique qu'on a en France de dire les artistes, en fait, tu vois, c'est autre chose. C'est des littéraires, en fait. Il faut les laisser dans leur bulle, et puis les scientifiques, c'est des scientifiques. Tu vois. Alors que tu parles avec tous les plus grands créateurs, Yaron le premier, il va te dire, mais moi je fais des maths. En fait, quand je crée, c'est des mathématiques. Tu vois. C'est clair. Les grands philosophes te diront, mais en fait, c'est de la logique pure, en fait, ce qu'on fait. C'est du raisonnement. C'est très scientifique. Et je pense que cette vision de l'artiste pur est totalement erronée, en fait, totalement erronée. Je connais pas beaucoup d'artistes purs, en fait, dans le sens la création. Non, évidemment que à un moment tu as besoin de bouffer à la fin du mois, et donc en fait, tu vas y penser. Et dans l'histoire, je veux dire, on fête les 400 ans de Molière. Molière était un courtisan. Et Molière, il a eu la dalle, et puis à un moment, en fait, il a fait des pièces pour le roi. Bien sûr. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Molière est considéré comme un génie. Et en fait, c'est parce qu'il y a plein de pièces qui sont très différentes. Est-ce que Molière aurait écrit Le Misanthrope s'il n'avait pas écrit Amphitryon? Et Amphitryon, c'est quoi? Alors pour le coup, j'en sais quelque chose puisque la pièce dans laquelle je joue en parle. Amphitryon, c'est l'histoire du Montespan, c'est-à-dire l'histoire d'un homme qui se fait voler sa femme par le roi, en fait, et qui doit fermer sa grande gueule et qui doit se laisser devenir le plus grand cocu de France, tu vois, et humilié devant toute la cour et devant toute la foule et tout le peuple français. C'est ça Amphitryon, c'est ça cette histoire-là. Il l'écrit sous un prisme où en fait il donne raison au roi, tu vois. Une des dernières phrases de la pièce, c'est chacun fait ce qu'il veut chez soi. Donc ça veut dire, écoute, le roi continue de baiser les femmes de n'importe qui. Bon, en fait, ça remet pas en cause le fait que c'est un grand artiste, Molière. Je veux dire,
Mais quand il fait ça, Molière, il est chef de troupe. Mm. Il est entrepreneur du spectacle. Il se dit qu'il doit payer Il des sait gens. qu'il doit payer une troupe. Ah oui, bien sûr. Il sait qu'en fait, il doit aller faire son prochain spectacle à tel endroit et qu'en fait, pour pouvoir faire son spectacle à tel endroit, il doit atteler ses chevaux, que ses chevaux, ils doivent bouffer, que Gros René, eh ben, il doit venir avec sa femme, etc. Et en fait, qu'on me cite, et d'ailleurs, que les gens citent dans les commentaires du podcast ou de la vidéo, des artistes purs et parfaits. Moi, Allez, le défi est ouais, je serais hyper curieux d'en découvrir en fait, parce que j'en connais pas. J'en connais pas. Il y a des gens qui évaluent le degré de compromission dans leur travail, mais des artistes purs et parfaits qui sont pas du tout entrepreneurs, même à un petit degré. Je crois que c'est de plus en plus difficile. Si tant est que ça existait un jour, en tout cas, ça me paraît de plus en plus difficile pour une raison, c'est que aujourd'hui, le web a quand même cassé très très fort les barrières entre soi-même et le public, entre l'artiste et le public, le créateur et le public. Ce qui impose aux créateurs, souvent, à un moment, de jouer le rôle d'entrepreneur. De dire, mais si je veux propulser mon travail, comment je fais ? Comment je structure mon activité à un moment pour pouvoir propulser mon travail ? Et d'ailleurs, on peut le regretter, mais c'est comme ça que ça se passe aujourd'hui. La plupart des grands labels indépendants de musique, en fait, ils vont chercher des gens qui ont déjà des communautés. Bien sûr. Donc qui ont déjà fait un petit bout du chemin. C'est très très rare aujourd'hui dans les arts très mainstream, et je le dis à raison, parce que par exemple je pense que dans le monde de la sculpture, et encore je sais pas, mais dans le monde de la sculpture ou des arts plastiques, c'est un peu différent, mais par exemple pour la musique, pour le cinéma, pour l'humour, en fait il y a très peu de producteurs qui prennent des gens à zéro et qui les développent. C'est rarissime, ça n'arrive quasiment plus. En fait, ils ne prennent que des gens qui se sont déjà structurés sur le web. Et encore une fois, on peut le regretter à fond. Mais ça a ouvert la porte aussi à d'autres. Et ça a ouvert la porte à plein d'autres. Ouais. Génial. J'ai 2 questions pour toi pour terminer. Yes. La première, que tu connais bien, j'aimerais juste, si tu voulais donner un conseil à quelqu'un qui démarre, qui a envie d'accélérer, qui est créateur et qui a envie de progresser, qu'est-ce que tu lui donnerais comme idée, outil, principe pour l'aider à avancer sur son chemin ? Je dirais qu'en devenant créateur, on fait le choix de la liberté. Il faut mesurer ce choix. C'est très séduisant, de prime abord, la liberté. Mais c'est un grand pouvoir qui implique de grandes responsabilités. Et donc, ça peut être formidable, la liberté. Mais simplement, il faut savoir que ça a un coût, la liberté. Ça a un coût personnel, ça a un coût vis-à-vis de ses proches. Donc, à mon sens, c'est à prendre en considération. Ça, c'est un premier conseil que je donnerais. Et le deuxième conseil que je donnerais, c'est le conseil du feu que je donnais tout à l'heure. Cultivez votre petit feu, vraiment. Et quand vous le partagez, parce que c'est fragile, parce que c'est très précieux, le feu qu'on a, qu'on crée, qu'on invente, qu'on explore. Faites attention à le protéger. Et puis un troisième conseil, c'est que qui est très relié au premier, lié à la liberté, c'est qu'en faisant le choix de la liberté, vous faites le choix aussi d'écouter votre plaisir. Vous vous donnez ce droit-là. Et ça, peut-être que c'est quelque chose que vraiment, j'insisterai beaucoup dessus en disant, prenez-le en conscience. Dites-le vous. Souvent, en fait, que si vous faites ça, c'est pour le plaisir. Vous allez, il y aura des moments qui seront pas drôles, des moments qui seront tristes, des moments qui seront douloureux. Il y en aura plein. Ça fait partie de l'aventure et de l'exploration. Mais faites des choses aussi pour votre plaisir. C'est pour ça que vous faites ça. Tu vois, c'est souvent un exemple qu'on donne à Avignon quand on fait le festival d'Avignon. Le festival d'Avignon, c'est vraiment un lieu très important pour le monde du théâtre en France et notamment pour le théâtre privé dans lequel je fais partie, duquel je fais partie, parce que c'est la foire du théâtre. À la fois, on rencontre des centaines de milliers de spectateurs et à la fois, il y a les programmateurs de la France entière qui viennent pour essayer, pour trouver des spectacles qui vont programmer chez eux en tournée ou à Paris. Et ça impose souvent à Avignon de distribuer des tracts toute la journée et de parler de son spectacle à plein de gens avant ou après d'aller jouer. Et en fait, c'est éreintant
d'aller vendre son truc, un peu comme un marchand de tapis. Moi, j'y prends du plaisir, par exemple, à le faire, mais je sais qu'il y a plein de gens pour qui c'est vraiment très douloureux de le faire. Et par contre, ça permet de conscientiser un truc, c'est que quand on met le pied sur scène, là, on a le droit à la dose maximum de plaisir, et c'est pour ça qu'on fait ça. Et donc, en fait, de profiter pleinement de ces moments où on se sent très vivant dans la création, et de se dire que le reste est au service de ces moments-là. Si je fais 2 heures de comptabilité aujourd'hui, ce qui n'est pas ma passion absolue, c'est parce que c'est au service du moment que je vais vivre où je me sentirai pleinement vivant, où je vais être devant ma feuille de papier et je vais regarder devant moi les mots jouer entre eux. Et de m'offrir là ce moment de grâce, ce moment unique et incroyablement enthousiasmant. Qui est lié au plaisir. Qui est lié complètement au plaisir. Ouais. Magnifique. J'aime beaucoup. C'est vraiment intéressant cette réflexion aussi sur. On en reparlera un autre jour, mais sur le Festival d'Avignon. Ah ouais. Ça mène plein d'approches, même d'entrepreneurs pour développer ta pièce. Ouais. Dernière question pour toi, Mickaël. Ouais. Tu le sais, il y a une notion qui est importante pour moi avec le podcast qui est celle de l'éveil. Et donc, je suis très curieux que tu me dises, dans tes pérégrinations des derniers mois, des dernières années, est-ce qu'il y a un truc qui t'a particulièrement éveillé, que tu as vécu, que tu vis, qui t'ouvre la tête sur quelque chose d'autre? Alors, il y a 2 choses. Il y en a une dont j'ai beaucoup parlé, c'est cette idée de connaissance de soi et de cadre de la performance. Ça a vraiment... Moi-même, ça m'a éveillé. Donc, bah, c'est cool. Et il y a une deuxième chose qui est un peu plus anecdotique, a priori, mais qui a été vraiment un éveil, c'est le fait d'avoir un chien. Ok. J'ai un petit Jack Russell trop mignon qui s'appelle Spritz. Spritz, mention à toi. Voilà, big up. Tu auras le droit à ta ration de croquettes plus ce soir, Spritz. En fait, j'avais peur des chiens, et notamment des gros chiens, avant d'avoir cet animal. Ma femme adore les animaux, et elle avait très très envie qu'on ait un chien, parce qu'on a déménagé de Paris, on est proche d'une forêt à côté de Fontainebleau, et elle avait très envie qu'on ait un animal de compagnie à la maison. Et en fait, moi j'ai peur des gros chiens, et j'avais notamment peur des gros chiens parce que je ne comprenais pas comment ça fonctionnait. J'avais pas du tout ce langage du chien. Voilà. Et on a pris ce chien qui du coup me faisait pas peur parce que c'est une petite boule de poil grande comme ça quand on l'a, donc ça fait vraiment pas peur. Enfin moi ça me faisait pas peur. Et j'ai appris vraiment à ce langage. Et je me rends compte, là, il y a 2 jours, on avait à la maison 2 très gros chiens d'une voisine, un husky et un autre qui est un mélange fleuri de plein de choses, et qui sont vraiment grands. Et en fait, j'avais aucun problème avec eux. C'est-à-dire que je les comprenais, j'avais pas de problème à essayer de me faire entendre et avoir de l'autorité à un moment. Et je sais que ma femme m'a regardé à un moment en disant, mais tu te rends compte le chemin qui s'est passé en 1 an? Et donc, ça m'a beaucoup éveillé parce que ça a réveillé en moi une forme d'animalité. Qui est quelque chose que j'avais vraiment très très envie d'explorer. Comme je suis très cérébral, j'ai tendance à être beaucoup dans ma tête, un peu moins dans mon corps. Et donc, je te sens bestial là. Là, je suis ultra bestial. Là, une fois qu'on est dans les micros, un peu la chemise. Mais attends, mais une fois que les micros et les caméras sont éteints, attention, il va se passer. Et en même temps, aussi un truc du moment présent. C'est-à-dire, le chien est là. Je ne peux pas lui dire attends 2 secondes, je finis un mail. Le chien est là, donc je peux faire le choix de l'asseoir, de l'ignorer, mais il y a un truc, le chien est dans le moment présent, et puis il est toujours sympa, toujours joyeux ou quasiment. Enfin, c'est une présence incroyable, et je ne comprenais pas du tout ce que ça pouvait être l'attachement de quelqu'un à un animal de compagnie. C'était quelque chose qui m'était très étranger. J'avoue que c'est un éveil là assez profond, et je me dis quand je fais le chemin, je me dis il s'est passé beaucoup de choses en 1 an grâce à cette petite boule de poil. Et c'est super parce que je crois que ça change considérablement mon rapport aux animaux en général. Ouais. Tu vois, moi j'ai un chien sourd qui s'appelle Patouf, et je sais que Patouf m'apprend des choses sur la vie par son amour. Il a une forme de fidélité, de jeu, toujours en train de jouer, de simplicité inconditionnelle. Enfin, à tous les niveaux, je trouve que c'est des bons. J'ai envie d'être un chien, tu vois. Je me dis non mais il y a quelque chose de vrai et de. Mais c'est un bel exemple. Ouais, mais dans l'éducation je blague aussi. Pas. Ouais. Non, mais je partage complètement ton avis. Tu vois, dans l'éducation du chien, en fait, d'apprendre à fonctionner ensemble avec un chien, c'est hyper intéressant. Moi, j'ai appris des tonnes de choses qui ont créé écho
avec l'éducation que moi j'ai reçue, l'éducation qu'on donne à des enfants. Je trouve ça hyper intéressant de comprendre comment fonctionne un chien dans sa meute de loups, etc. C'est vraiment passionnant. Et puis, ça répond aussi à un besoin de tendresse, tu vois, et d'une tendresse particulière, une tendresse qui était vraiment relativement inassouvie en moi, parce que c'est quelque chose une tendresse que je donnerais jamais à un autre être humain et qu'un autre être humain ne me donnerait jamais. C'est autre chose, c'est complètement différent. Et ça fait beaucoup de bien, en fait. C'est très nourrissant, c'est très réconfortant, cette présence-là. Et donc maintenant, c'est quelque chose que je comprends et je me sens très éveillé parce que du coup, je me sens moins en jugement par rapport à des gens qui vont me parler de leur animal de compagnie. Et avant, je me disais, ok, calme-toi. Bon, ça s'appelle la solitude, hein, et le désespoir dans la vie. Ou alors peut-être que moi, je touche maintenant à la solitude et au désespoir dans la vie, et c'est possible. Mais en tout cas, je suis très heureux de cette rencontre. À Spritz. Big up à Spritz. Et pour le coup, à ma femme, qui a aussi beaucoup aidé à faire qu'il y ait ce chien dans notre vie, quoi. Pour finir, j'ai juste un petit cadeau pour toi. Allez, yes. Je suis venu uniquement pour le cadeau, hein. Il n'est pas emballé parce que je l'ai acheté ce matin. Okay. Mais c'est une magnifique bande dessinée. Ah, génial. Est-ce que tu l'as déjà lu ? Non. Ça s'appelle Les Ignorants. Et c'est une histoire qui va beaucoup te plaire. Ils ont fait cette aventure de vie entre un vigneron et un dessinateur de BD. Ah, j'adore. Et en gros, la moitié du livre de mémoire, alors je sais plus si c'est exactement la moitié, mais en tout cas, il y a une histoire où en gros, le vigneron va transmettre tout ce qu'il sait de la vigne au dessinateur de BD. Et le dessinateur de BD en retour va lui transmettre tout. Et ils en ont fait un livre qui est absolument fabuleux, très bien dessiné, et c'est magnifique. Ah, ça a l'air génial. J'adore ce genre de rencontre, en fait. Ce serait tellement beau qu'on puisse organiser ça, tu vois. Des temps de rencontre. Moi, j'adorais l'émission Vie ma vie. Oui. Je trouvais ça hyper intéressant, en fait. Et c'était un peu... on adorerait pouvoir comme ça se dire dans nos vies, pendant un mois, en fait, on va vivre... C'est clair, c'est exactement ça. C'est pas tant on va vivre la vie d'un autre personnellement, mais on va... Expérimenter, explorer. Aller à la quête de l'altérité, tu vois, se confronter à ça. Et c'est super chouette. Et j'adorerais en fait que ce soit quelque chose qui soit enseigné dès l'école. Ouais, que tu puisses régulièrement dans ton année aller voir autre chose. Tu t'imagines ? L'éveil, génial. On en est là. Hein. Ouais. Ce serait hyper puissant, quoi. Ouais. Écoute, Mickaël, merci beaucoup. Mais merci à toi. C'était un bonheur de parler avec toi. On est parti dans tous les sens, mais j'aime ça. Moi, je viens avec des idées, etc. Mais l'improvisation est belle. Tu vois, il y a plein de choses sur lesquelles on a échangé. C'était un moment très foisonnant. Effervescent. Et je t'en remercie vraiment. C'était super chouette. Avec grand plaisir. Merci à toi d'être venu. Merci de m'avoir invité. Salut. Merci beaucoup d'avoir écouté cet épisode avec Mickaël. C'est un vrai bonheur de vous l'avoir partagé. Je trouve que c'est une des conversations qui est peut-être la plus dispersée. On a essayé de la structurer, mais on a un cerveau tous les deux qui était pas mal en ébullition pendant qu'on parlait, et du coup ça va un peu en escalier parfois, mais très profonde en même temps, et donc j'espère qu'il a su vous apprendre des choses utiles sur sa carte intérieure, sur son cadre de la performance que j'essaye moi-même de m'appliquer en ce moment, suite à notre épisode. Et si ça vous a plu, bien sûr, abonnez-vous à la chaîne YouTube pour suivre le podcast en vidéo. Et laissez-moi une petite note sur Apple Podcast ou sur Spotify. C'est ça qui aide le podcast à grandir. Alors je ne vous remercierai jamais assez de le faire. Je vous souhaite une trop bonne journée et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt les amis!